Vous écoutez Pulsation, l'émission d'Université de Paris consacrée à la santé. Ici, on parlera de pédagogie, de recherche ou encore de vie de campus. Des thèmes variés et passionnants abordés avec des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des personnels. Bref, toutes celles et ceux qui font battre le cœur d'Université de Paris. Pulsation. Alors ne ratez pas le rendez-vous Pulsation, c'est le premier jeudi de chaque mois. Cette émission vous est présentée aujourd'hui par Cécile Drey. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation consacré à l'excellence de la recherche en santé. La pandémie de Covid-19, qui met chacun de nous à l'épreuve depuis plusieurs mois, nous a obligés à revoir nos habitudes, nos priorités, à nous dépasser, voire même à nous surpasser. Et tout cela, bien sûr, pour réagir de façon constructive aux défis auxquels nous sommes confrontés. Si un secteur s'est particulièrement retrouvé en première ligne, c'est bien celui de la santé. Les soignants, bien sûr, les étudiants aussi, qui se sont mobilisés de façon exceptionnelle, et les chercheurs également. Et parmi les chercheurs, certains ont la particularité d'être à la fois des praticiens hospitaliers et des enseignants-chercheurs à l'université. Leur double casquette les positionne comme des acteurs clés dans des situations comme celles que nous vivons, car ils sont bien sûr le lien privilégié entre la recherche et le soin. Ce sont à l'Université de Paris et plus particulièrement à la faculté de santé, plus de 1700 chercheurs et enseignants-chercheurs qui se sont engagés de manière exceptionnelle dans la gestion de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, nous recevons 2 d'entre eux, dont les travaux de recherche durant cette période ont été particulièrement structurants et ont permis d'avancer dans la connaissance sur la Covid-19. En fin d'année, ils ont été récompensés par les prestigieux prix de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il s'agit des professeurs France Mentré. Bonjour France Mentré. Bonjour. Et du professeur Yazdan Pana. Bonjour Yazdan Pana. Bienvenue sur le plateau de Pulsation. Alors professeur France Mentré, je vais commencer par vous. Vous avez reçu le prix Recherche 2020. Ce prix, pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore, récompense les travaux qui ont particulièrement marqué le champ de la recherche fondamentale ou de la recherche clinique et thérapeutique ou encore de la recherche en santé publique. Vous nous raconterez votre implication pendant cette crise, implication toujours d'actualité je crois. Professeur Yazdan Pana, vous avez reçu le prix OPCST INSERM 2020 qui lui récompense les efforts de valorisation de la recherche et sa capacité à être véritablement en dialogue avec les attentes de la société et les questions des citoyens sur leur santé. Vous expliquerez à nos auditeurs ce que cela recouvre dans le domaine scientifique et quel est votre rôle dans la gestion de cette crise. Avant de revenir ensemble sur les travaux qui vous ont valu à vous et à vos équipes, c'est important de le préciser, ces récompenses, j'aimerais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Professeur France Mentré. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Donc moi j'ai une double formation en mathématiques et en médecine. J'ai commencé ma carrière de recherche à l'INSERM, comme chargé de recherche puis directeur de recherche, et je suis professeur de biostatistique à l'Université de Paris, même si elle ne s'appelait pas Université de Paris à l'époque, depuis 2000, sur le site Bichat. Et j'ai toujours effectué ma recherche sur la pharmacologie et l'évaluation des médicaments anti-infectieux, et rejoint le groupe Reacting au moment d'Ebola. Et donc c'est tout naturellement que j'ai été amenée à travailler sur l'évaluation de médicaments pour le Covid-19. Merci. Professeur Yazdan Pana. Moi, je suis infectiologue et épidémiologiste. Je suis donc professeur de maladies infectieuses à l'Université de Paris, chef de service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, Claude Bernard. Et par ailleurs, depuis début janvier, je suis le directeur de l'agence de maladies infectieuses et émergentes, l'ANRS. Alors, une première question pour vous, professeur Mentré. Dans l'unité de recherche et le laboratoire que vous dirigez, vous êtes fortement mobilisé dès le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et vous avez mis en place et suivi 2 grands projets. Le projet Discovery, qui vise à trouver des médicaments efficaces contre la Covid, et la cohorte French Covid, destinée à l'étude des formes graves de la maladie. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs un petit peu en quoi consistent ces 2 grands projets d'envergure ? Alors, le projet Discovery est un essai dit thérapeutique qui cherche à évaluer des médicaments. Il a démarré d'abord en France et actuellement, on a plus de 40 hôpitaux en France qui travaillent sur le projet Discovery.
Il a pu être étendu à l'Europe, et donc on a actuellement aussi 10 hôpitaux européens dans 4 pays différents qui travaillent. L'objectif est d'évaluer des médicaments pour des patients hospitalisés atteints de Covid-19. On a évalué au départ les 4 médicaments qui avaient été prioritisés par l'OMS et aussi par l'INSERM, donc l'hydroxychloroquine, le lopinavir plus interféron et remdesivir. On a contribué aussi au grand essai de l'OMS Solidarity en fournissant les données régulièrement de notre étude. On a pu ainsi montrer que 3 des médicaments n'avaient pas d'efficacité et on sommes en train d'évaluer le remdesivir. Pour la cohorte, l'idée était, donc c'est la French Covid, qui est une cohorte française, 80 hôpitaux sur toute la France, dont les territoires ultramarins, où on enregistre pour des patients hospitalisés pour Covid-19 l'évolution de la maladie, la durée des symptômes, mais surtout beaucoup de prélèvements biologiques qui permettent à tous nos partenaires de faire des études sur la génétique, l'évolution des virus, l'évolution immunologique. Et on a pour ça des grands partenaires de l'INSERM, comme le Vaccine Research Institute, le laboratoire Imagine. On travaille aussi avec Pasteur, qui séquence les virus. Et donc une énorme activité avec plus de 4000 patients actuellement. D'accord. Et ces activités donc se poursuivent et vont se poursuivre encore Alors, l'essai Discovery se poursuit complètement, là avec l'évaluation du remdesivir, pour lequel on espère avoir bientôt des résultats, et l'évaluation sans doute de nouvelles molécules qui sont des anticorps monoclonaux, qui sont cette fois-ci pas des médicaments dits repositionnés, médicaments vraiment avisés Covid-19. La cohorte française aussi se poursuit avec l'étude justement de tous ces prélèvements et les relations entre génétique des patients, génétique du virus, évolution de la maladie. Et cette cohorte French Covid, en préparant cette émission, vous m'avez expliqué que vous étiez membre d'un consortium plus large, européen, Orchestra. Oui, tout à fait. Donc cette cohorte French Covid a permis l'obtention d'un grand européen Orchestra, pour lequel effectivement on va pouler les données de différentes grandes cohortes nationales en Europe, et on va étudier les séquelles à long terme du Covid chez les patients hospitalisés. Nous, on a déjà 1000 patients qui sont à 6 mois après l'hospitalisation, pour lesquels on montre qu'au moins un quart ont encore 2 symptômes graves et un tiers n'ont pas repris leur travail. Et l'idée, c'est de faire cette étude au niveau européen et d'essayer de mieux comprendre quels sont les patients qui vont avoir des séquelles invalidantes du Covid-19. Donc encore un grand programme de travail. Exactement. Alors, depuis le début de la pandémie, les scientifiques ont suscité un intérêt particulier pour le public qui a mis beaucoup d'espoir dans la recherche pour trouver une solution thérapeutique à cette maladie. On n'a jamais autant entendu parler de la recherche et de ses acteurs, en France et dans le monde d'ailleurs. Le professeur Montré vient de nous expliquer ses travaux. Vous, professeur Yazdan-Pana, vous connaissez bien tous les travaux de recherche en cours. Vous dirigiez le consortium REACTIM. C'est un consortium qui rassemble des équipes et laboratoires multidisciplinaires d'excellence, dont le rôle est de préparer et de coordonner la recherche pour faire face aux crises sanitaires liées aux maladies infectieuses émergentes. C'est donc naturellement que vous êtes retrouvés en première ligne. Beaucoup de recherches se sont lancées sur ce virus et cette maladie. Quel a été le challenge dans la coordination de tous ces travaux et dans la gestion de toute cette recherche ? Quand on fait de la coordination de la recherche, le challenge le plus important, c'est de faire travailler les gens ensemble. C'est ce qui est le plus compliqué. Effectivement, on avait préparé un certain nombre de choses avant la crise, parce que je pense que la meilleure façon de répondre rapidement à une crise, c'est de l'avoir préparée avant. Il est évident que ni nous, ni personne ne pensait que l'ampleur était aussi importante. Toute la préparation qu'on a fait ont permis de lancer une cohorte, la French Covid, de lancer un modèle animal, de lancer des essais cliniques, d'essayer de mettre en place des travaux de sciences sociaux. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait qui ont servi. On a aussi travaillé avec les autorités pour que les autorisations réglementaires soient plus rapides. Et là, c'est un vrai succès. On a travaillé pour que les financements soient déclenchés. Et je pense que personne ne peut dire que pendant cette crise, il y avait un problème de financement de la recherche. On attendait plus de financement top-down, quelque part, pour préparer avant. Mais pendant la crise, pour ce qui venait des chercheurs, il y avait, on peut dire assez
de financement. Il y a eu plus de 200 projets financés par l'ANR. Par contre, là où ça n'a pas vraiment bien marché, c'est que les gens ont beaucoup fait dans leur coin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler. On a des grands projets d'ampleur, comme les projets qui ont été cités, mais je pense qu'il faut travailler plus pour essayer d'avoir une coordination plus importante de recherche et pour essayer de promouvoir les travaux entre les différents acteurs. D'où la nouvelle agence, NRS, maladies infectieuses émergentes, depuis 2 janvier, pour avoir ce rôle-là, donc de coordonner, animer et financer la recherche sur l'émergence. Donc 200 projets financés pour un montant de combien à peu Là, près? j'ai parlé juste de l'Agence nationale de recherche. Il y a l'Agence nationale de recherche, il y a toute la recherche clinique sur le PHRC, il y a aussi plein de régions qui ont financé, il y a aussi des fondations comme la Fondation de la recherche médicale qui a financé. Donc, je suis incapable de vous dire exactement quelle est la somme exacte sur l'ensemble de ces différentes institutions, mais là aussi, peut-être qu'il faut que ces financeurs se parlent plus. Et ça aussi, c'est un rôle de la coordination qu'il faut avoir, notamment entre les régions, les financeurs nationaux, des sociétés savantes, etc. Donc ça aussi, c'est important. On comprend en vous entendant que l'engouement des chercheurs a été immense pour prendre part à cette nouvelle aventure scientifique. Et ce virus qui a pris tout le monde au dépourvu, il a aussi été le déclencheur d'une aventure humaine exceptionnelle dans une vie. Alors la question que je me pose, c'est comment vous avez vécu professionnellement et avec vos équipes cette période d'intense activité qui a tout bousculé? Comment vous avez réorganisé vos activités? Effectivement, c'est un événement unique, une pandémie de cet ordre qui arrive une fois par siècle. Comme l'a fait remarquer Yazdan Pana, au début, quand on a commencé à travailler énormément, on ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur. Mais on a tout de suite été très, très, très motivés. Et je dois dire que l'unité de recherche YAM, que je co-dirige, dans laquelle Yazdan est membre, a vraiment permis une mobilisation extraordinaire. C'est une unité de recherche qu'on a créée en 2014, principalement sur le site Bichat, qui est très multidisciplinaire avec des médecins, des virologues, des réanimateurs, des statisticiens, des épidémiologistes, des modélisateurs. Et dès le départ, dès les premiers cas en France, qui étaient à l'hôpital Bichat, dans le service de Yazdan Pana, on s'est tout de suite mobilisé pour créer cette cohorte, pour créer cet essai. Et il y avait des réunions, une espèce de cellule de crise avec la salle de réunion qui était occupée presque jour et nuit, avec la définition, qu'est-ce que doit prélever, qu'est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on fait un scanner, tous les aspects réglementaires, tous les aspects gestion des tubes. Une mobilisation qui était vraiment très très importante, grâce à ce noyau de personnes qui se connaissaient et grâce aussi à Reacting qui nous avait déjà appris à travailler en crise. Les équipes ont été formidables. D'ailleurs, le prix, quand je l'ai reçu, je l'ai dédié à toutes les équipes. Je crois qu'il y avait une énergie incroyable. Sur le plan personnel, après, ça vous arrive dessus, dans votre vie. Le reste passe après. On s'est tous mobilisés 100% de notre temps en essayant quand même de préserver un peu de sommeil. Oui. Et comment vous avez vécu les applaudissements tous les soirs à 20h? Écoutez, c'était formidable. Moi, vous savez, je ne suis pas soignante, donc je n'avais pas l'impression que c'était pour moi. Mais je n'allais pas non plus sur le balcon applaudir. Je pense que c'était un vrai moteur. Ouais. Ce qui a été peut-être un peu plus difficile, c'est que ça, c'était le premier confinement. Après, deuxième confinement, maintenant, etc., on sent un peu moins d'admiration ou de la part des Français, etc., sur notre gestion de la crise. Mais bon, c'était quand même une aventure formidable. Et ça reste une aventure incroyable. Par contre, il faut qu'on continue et qu'on tienne sur le long terme. Des collègues m'avaient dit ça, me disaient, attention France, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Et effectivement, on voit bien que c'est un marathon. Et donc, on reste à mobiliser les équipes. Il y a la création de l'agence qui va beaucoup aider. Enfin, tout ça, ce sont des événements qui sont très, très mobilisants, les prix pour nous et pour les équipes. Cette reconnaissance nationale. Et vous, professeur Yazdan Pana, comment vous avez vécu avec vos équipes cette aventure? Il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe à l'hôpital, il y a l'équipe de recherche. Et j'étais beaucoup de côté de la coordination de la recherche. Oui. Donc, il y avait beaucoup d'entités qui sont complémentaires, qui nourrissent les uns les autres. On s'est retrouvés au premier plan sur un événement qu'on vit, que la société
vu une fois par siècle, probablement. Hein. Et on était au premier rang. Je pense que très rapidement, on a pris conscience de l'ampleur de la tâche. Hein. Dès le mois de début février, je pense qu'on a compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait et qu'on était au premier rang. Donc je pense qu'on avait tous une forme de responsabilité. Et une responsabilité qui n'était ni individuelle, ni de notre unité de recherche, ni de notre service de recherche, mais beaucoup plus collectif, beaucoup plus large. Et il fallait surtout comprendre qu'il fallait se mettre à la hauteur. Alors je ne sais pas si on a été à la hauteur, mais vraiment, je pense que c'est une crise où il faut absolument travailler pour les autres. Et il faut sortir de son rôle individuel pour soi ou pour son équipe. Il faut vraiment travailler pour les autres, pour la communauté. Alors, après, comme l'a dit France, hein, c'est sûr que je crois que je n'ai jamais travaillé comme ça dans ma vie. Mais il n'y a pas que moi, hein, tous les gens avec qui je parle disent la même chose. La quantité de travail qu'on a fourni, on ne l'a jamais fait. Je pense d'ailleurs que les équipes ont besoin parfois de se reposer parce que ça baisse leur rendement. Hein, ils sont fatigués, les gens. Hein. Ça fait 1 an. Et oui. Ça fait exactement 1 an qu'on a commencé. On a beaucoup travaillé, mais avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que l'on était dans cette posture collective et altruiste. Je pense que les gens étaient dans cette posture-là. Et les prix, c'est des prix collectifs pour nos équipes. Et ça, c'est important aussi de préciser, parce qu'on n'est pas une seule personne, on est une équipe. Et des équipes. Alors justement, sur cette notion d'équipe, il y a les soignants, il y a les chercheurs, il y a les enseignants-chercheurs. Donc tout ça, c'est quand même un environnement pour le soin et la recherche qui doit établir des synergies et des liens. Ça montrait, professeur Yazdan-Pana, peut-être vous voulez dire un mot sur cette synergie qui s'est mise en place et qui s'est peut-être accélérée ? Vous savez que dans le milieu de recherche universitaire hospitalière, vous avez le monde des cliniciens et vous avez le monde des chercheurs. Et peut-être que la France a un des modèles où tout ce monde, donc l'université, l'hôpital, les EPST, les instituts de recherche, comme l'INSERM, ils vivent ensemble avec une proximité importante. Et je pense que cette crise a montré que cette proximité est très importante pour la recherche. Et c'est très important pour le soin. Au cours d'une pandémie, au cours d'une épidémie, puisqu'on n'a pas de solution, la recherche est au premier rang. La recherche est au premier rang parce qu'on a besoin de la recherche pour développer des interventions, pour comprendre. Et ceux qui sont au premier rôle, c'est les soignants. Donc les soignants deviennent les premiers chercheurs, même ceux qui ne font pas la recherche d'habitude. Et cette crise montre et illustre qu'il faut que ce continuum soit encore plus fort. Et qu'il ne faut pas opposer le monde de la recherche et le monde de la clinique et de l'hôpital. Par contre, il faut les fédérer. L'université a l'interface des deux, d'ailleurs. Oui, j'allais vous dire, l'enseignant-chercheur, les enseignants-chercheurs que vous êtes ici, eux font effectivement sûrement un lien entre la recherche, plutôt fondamentale peut-être, le soin, la formation, bien sûr, en même temps. Le rôle de l'université est très important parce qu'il fait l'interface, parce qu'effectivement, il fait le lien entre les deux. Et je pense que c'est un modèle dont la France a ce modèle-là, et il faut encore plus travailler pour essayer de mettre en avant ce modèle qui peut être extrêmement productif. Alors, pendant que vous étiez au front pour gérer cette crise, chacun dans vos spécialités, les médias, eux, se sont emparés largement du sujet. On a vu des experts se succéder sur les plateaux télé, dans les radios et dans les différents médias. Certains se sont contredits, d'autres ont déclenché des polémiques. Tout cela, le public en a été témoin. Comment avez-vous vécu le traitement médiatique de cette crise ? Est-ce que ça vous a gêné dans vos travaux à différents moments ? Professeur Montré, peut-être ? Alors, effectivement, oui. Ce qui a été le plus dérangeant, ça a été effectivement la proclamation par certains experts de traitements qui étaient supposés marcher et être efficaces. Effectivement, c'était vraiment un problème par rapport à nous qui cherchions à évaluer cette molécule et d'autres molécules,
puisqu'il y avait effectivement parfois un refus des patients de participer à cette étude, puisqu'ils pensaient que la vérité était déjà établie, ou des patients qui avaient déjà reçu l'hydroxychloroquine. Et donc ça a été assez compliqué à mettre en place de ce fait. L'autre difficulté, c'était aussi ces experts qui disaient faire des études très rapidement avec une méthodologie discutable et qui faisaient que nous, Discovery, qui faisions les choses le mieux possible, en tout cas dans les règles méthodologiques, on passait pour des gens lents. Et effectivement, le temps de la recherche, le temps d'un essai thérapeutique n'est pas le temps des médias et le temps de la crise. Et il y a eu cette petite incompréhension, ce hiatus entre les gros projets de recherche que nous avons mis en place et que nous poursuivons actuellement et le fait d'aller dans les médias au bout de 15 jours de l'épidémie. Donc ça a vraiment été une difficulté pour nous. Et vous, professeur Yazdan-Pana, comment vous avez vu ce traitement médiatique ? Premièrement, c'est normal qu'il y ait ce traitement médiatique compte tenu de l'ampleur du sujet. C'est comme ça. Vous avez en France 4 chaînes d'information continue. Après, je pense qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je pense qu'il faut qu'on progresse. Je pense que dans les trucs positifs et négatifs, les chercheurs ont une responsabilité, les médias ont une responsabilité. Je pense qu'effectivement, il faut travailler pour améliorer ça parce que ce n'est pas un problème de médias, c'est un problème de la communication de la science vers la population. Et ça, c'est important. Et la communication de la science vers les médias, vers la population générale, et ça se fait essentiellement par l'intermédiaire des médias, et aujourd'hui, maintenant aussi, par les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire, et ça, c'est quelque chose que l'université peut aider beaucoup. Oui. Mais je pense qu'il faut lancer des travaux, des assises, j'en sais rien, sur comment communiquer la science. Vous voyez, autour de vaccins en dehors de Covid, il y avait déjà le problème. Là, on ne découvre pas les problématiques autour de l'acceptabilité de vaccins, même si là, c'est trop exagéré. C'est des choses qui existaient avant. Et c'est des choses qui vont exister après. Et il faut vraiment commencer à travailler là-dessus. Parce que ça se travaille. Il ne faut pas dire que les gens sont cons parce qu'ils n'acceptent pas de se faire vacciner. C'est pas vrai. Les gens hésitent parce qu'ils ont des doutes, mais il faut leur parler. Il faut leur expliquer et leur rendre cette science accessible. Alors justement, là on a le variant Covid qui commence à occuper les médias. Comment vous aimeriez que les médias traitent ce sujet du variant, puisqu'on entend beaucoup de choses Non, mais je pense qu'il faut traiter ça de manière franche, transparente et scientifique. Il y a un nouveau variant qui très certainement est beaucoup plus transmissible que le variant précédent, que c'est pas plus sévère. Le vaccin semble marcher dessus. Et donc ça, c'est la première information. Donc le risque, c'est que ce variant devient prioritaire. C'est en train d'être fait au Royaume-Uni, dans le reste du monde, et notamment en Europe, en particulier en France. Pour l'instant, ça semble circuler, mais à des niveaux plus faibles. Donc je pense qu'il faut le dire. Et surtout, il faut dire qu'on a peut-être quelques semaines devant nous pour vacciner, puisque le vaccin est efficace pour empêcher l'impact très important de ce vaccin. Et d'autre part, on a quelques semaines devant nous où il faut faire très attention, encore plus qu'avant, parce qu'il est plus transmissible. En Angleterre, une des raisons pour lesquelles ça a explosé, c'est qu'ils ne savaient pas. Nous, on le sait. La première fois, ils ont vu ce virus au mois de septembre. Il y a des moments où la vigilance a été un peu levée, parce qu'on sait qu'en Angleterre, ils ont un peu plus ouvert les choses à un moment donné, même si ce virus a aussi augmenté pendant leur confinement. Mais à un moment donné, il y a eu les mesures qui ont été relâchées et il y a eu l'exposition. Donc nous, on a d'autres armes, on sait, on a plus d'avance, ou de retard, ou comme vous voulez, que les Anglais. Donc on a un peu le temps pour mettre en place des interventions. Et on a le vaccin. Donc il faut essayer avec ça de contrôler les choses. On peut anticiper davantage puisqu'on voit ce qui se passe chez nos voisins et donc en tirer un peu des enseignements. Alors, nous allons arriver à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, j'aimerais quand même que l'on revienne un peu au prix INSERM, dont vous êtes l'un et l'autre lauréats en 2020. C'est une reconnaissance professionnelle importante.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un prix comme celui-ci, est-ce que c'est quelque chose dont on rêve? Qu'est-ce que vous avez éprouvé en apprenant que vous étiez récompensé? Est-ce que vos équipes aussi ont été honorées? Professeur Montré, peut-être? Alors, effectivement, oui. C'est quelque chose qui a été très important pour moi, assez étonnamment d'ailleurs, parce que, comme je le disais au début de l'émission, moi j'ai fait ma carrière au début à l'INSERM, comme chercheur de recherche, directeur de recherche, puis j'ai toujours fait ma recherche au sein de l'INSERM. Et effectivement, cette reconnaissance de l'INSERM a été pour moi importante, et aussi pour l'ensemble de l'équipe. C'est vrai que je l'ai tout de suite dédié, comme je l'ai déjà dit, à l'ensemble de l'équipe et de recherche et à mon service hospitalier de statistique et de data management, etc. Que j'ai trouvé aussi très très beau, c'est que l'INSERM donne des prix à des personnes qui ne font pas de la recherche fondamentale, puisque ce n'est pas mon cas, et qu'effectivement, ça soit ma discipline au sens large, la recherche clinique, les statistiques et l'épidémiologie, qui soit récompensée. Et ça, j'ai trouvé que c'était très important pour un institut de recherche comme l'INSERM de faire ça. L'autre chose qui m'a ému et touché, c'est que le grand prix de la recherche a été donné à Dominique Costagliola, qui est aussi épidémiologiste, qui est aussi dans ma discipline dite au sens large, et qui a été un de mes professeurs en master et qui est un peu un mentor pour moi. Donc j'ai été très touchée à tous ces titres-là. Et vous alors, professeur Yazdan Pana? Oui, alors notre prix était encore plus un prix d'équipe. C'était pour aussi honorer une équipe qui a travaillé de manière très importante, qui est l'équipe Reacting depuis le mois de janvier. Donc bien sûr que ça fait plaisir, parce qu'en général les prix, c'est une reconnaissance, donc ça fait plaisir. Je pense que pour les membres d'équipe qui avaient travaillé autant, c'était important de voir qu'ils sont valorisés, surtout que leur travail est reconnu et leurs efforts sont reconnus. Maintenant, je pense que, en ce qui concerne cette épidémie et en général, notre travail ne fait que continuer. Je ne dis pas que commencer, parce qu'on a pas mal travaillé, mais et avec la nouvelle agence, parce que Reacting maintenant c'est fini, on est dans une nouvelle agence, on a vraiment d'autres objectifs et beaucoup de travail pour encore plus améliorer les choses. Eh bien, je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. En vous écoutant, les auditeurs auront bien compris, je pense, tout le travail qui est encore conduit dans les laboratoires de recherche pour comprendre la maladie et trouver des solutions thérapeutiques. Un travail qui réclame du temps, de la méthode, de l'interdisciplinarité, un peu d'imagination aussi parfois, et bien sûr un lien étroit et constant entre les acteurs de la recherche d'un côté et les acteurs du soin de l'autre. Professeur Montré, professeur Yazdan Pana, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous félicitons encore pour les prix INSERM dont vous êtes les lauréats. Merci encore pour votre invitation. Merci beaucoup. Il me reste à remercier le département Images et Sons de l'Université de Paris. Merci à toute l'équipe, Youssef Taoussi et Damien Fémy à l'installation plateau, Éric Descarpentry et Philippe Kiel au son, Samia Seri à la réalisation. Je remercie également Raphaël Dalmo qui m'a aidé à préparer cette émission. Pulsation.